Sécheresse d'un côté, pluie diluvienne de l'autre et sérénité nulle part. Notre réseau et nos consommations doivent se réinventer face à cette ressource devenue à la fois rare et menaçante. Mais qui paiera pour ces investissements et à quel prix? Notre journaliste Loïc Rivalin en parle tout de suite avec Yann Klasinski, qui est directeur régional de Veolia, on va y arriver, au sud-ouest. Je me suis emmêlé les pinceaux. Veolia au. Dites-le, Loïc. C'est très... On peut les applaudir. Moi, Yann, j'ai hésité plus sur votre nom. C'est Klasinski ou Klasinski, ou peu importe. Pour avoir passé 15 ans en Asie, il m'appelait Monsieur Yann. Donc, Eh ben, Monsieur Yann, voilà, vous allez être Monsieur Yann et notre Monsieur eau et tuyau pendant 20 minutes 25 minutes pour parler de ce sujet. Trop ou trop peu d'eau, on va se retrouver en effet dans cette situation, ce mauvais conte de fées, un peu comme Boucle d'or au pays de la pluie. Il y en a trop un jour, il y en a trop peu l'autre côté. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, et avec peut-être cette fausse bonne idée ou cette vraie bonne idée, vous allez nous le dire. Est-ce qu'on peut faire des vases communicants? On a trop d'eau dans certaines saisons, on n'en a pas assez. Est-ce qu'on peut essayer de résoudre l'équation du stress hydrique de cette manière? Ça va nous emmener dans un territoire passionnant parce qu'il y a, on va le voir, il y a peut-être pas beaucoup de solutions simples et un faisceau de solutions complexes qui va nous permettre aussi d'étudier l'ingéniosité de notre industrie et puis de répondre à la question centrale de Futurapolis Planète cette année, c'est-à-dire les recettes pour s'adapter. Comment s'adapter à cette nouvelle donne? Alors je vous propose un jeu de rôle, un scénario absolument pas fiction. Nous sommes à Toulouse, on enregistre cette émission à Toulouse, nous sommes toujours à Toulouse, mais nous sommes en 2032 par exemple, dans quelques années. Il y a besoin sur tout le bassin de plus 30 à plus 40% d'eau dès le mois de juin par exemple. Est-ce que ce scénario est possible? On l'a déjà un peu vécu en 2022 et il pourrait devenir revenir souvent. Et surtout, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va pouvoir résoudre cette équation à la fin? Et vous allez nous dire, voilà, est-ce que c'est possible déjà d'avoir plus 40%, de répondre à ce besoin de plus 40% d'eau en été qu'on peut avoir demain? alors bonjour à tous déjà. Oui, c'est possible. C'est possible, j'ai envie de dire malheureusement, c'est pas de la dystopie. On l'a déjà eu. On se souvient tous en France d'étés qui ont été particulièrement arides. On pense à 1976, 2003 et beaucoup plus proche de nous, 2022. 2022, la Garonne qui est juste derrière nous géographiquement, au mois d'août, si elle n'avait pas été soutenue, c'est-à-dire que si on n'avait pas lâché l'eau des barrages, pendant presque tout le mois d'août, elle aurait été littéralement à sec. Donc c'est tout à fait possible. Malheureusement, cette situation, elle est possible. Et j'ai envie de dire, sur la base des projections du GIEC, qu'elle est peut-être même probable. Elle est même certainement probable. C'est ce qui aujourd'hui a été plus ou moins planifié par des experts indépendants, évidemment, pas par le groupe Veolia. Et ce que vous évoquiez, en réalité, à l'horizon 2050, on pense que le débit de la Garonne se sera affaissé de 25 à 40%. Toutes les rivières autour, bien sûr, et tout le bassin. Bien sûr, oui, tout à fait. Et ce qu'on dit aussi, et je répondrai à votre question sur les solutions, et elles existent, c'est heureux, c'est que notre conviction, c'est que si on veut savoir de quoi sera fait le climat de la région sud-ouest, en tout cas c'est ce qu'on pense à l'heure actuelle, il n'y a qu'à se pencher d'ici une vingtaine d'années, il n'y a qu'à se pencher sur le climat actuel de l'Espagne. Aujourd'hui, l'Espagne, sur les solutions que je vais évoquer, est beaucoup plus en avance, beaucoup plus innovante que l'Hexagone, tout simplement parce que nécessité fait loi, et qui sont retrouvés dans une situation de stress hydrique extrême depuis bien plus longtemps que nous. Alors, est-ce qu'on pourrait faire face? Oui. Oui. Il n'y a pas de balle d'argent. Donc, il n'y a pas une seule solution qui nous permettrait de tout traiter d'un seul coup, ni aujourd'hui ni demain. En revanche, il y a tout un panachage de solutions qu'on met d'ailleurs déjà en œuvre sur le territoire, ici et là, en particulier dans le sud-ouest. Je peux les citer. La première, ce serait en fait, et vous l'évoquiez au départ, ce serait de récupérer une partie des eaux de pluie. Ce qui aujourd'hui n'est pas fait de façon structurelle, de façon industrielle et systématique. On pourrait de la sorte récupérer 5% avec des investissements, c'est un point qu'on évoquera plus tard je crois,
qui serait tout à fait raisonnable. Ça fait 5%, c'est déjà pas mal. Il m'en faut 40, n'oubliez pas. On va y arriver, on peut y arriver. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui en France, la réutilisation des eaux usées traitées est finalement très faible. C'est moins de 1%. On est à 1% et on doit passer à 10% d'ici 2030. 2030, c'était la volonté du président Macron qui a été annoncée au printemps 2023. C'est donc de passer à 10%, ce qui finalement reste assez faible. Aujourd'hui, en Espagne, on est à 14%. En Israël, on est à 80%. En Italie, qui est pourtant pas pionnière sur le sujet, c'est 8%. Nous, on est en dessous d'1%. Donc le saut n'est pas un saut quantique. On pourrait trouver 10% de plus de ressources possibles. Un autre moyen qui est envisageable et qui demande du temps, qui demande de la technologie, mais qu'on sait mettre en œuvre, c'est tout simplement perdre moins d'eau. C'est le sujet des fuites, dont vous avez peut-être entendu parler. Il faut savoir aujourd'hui qu'en France, quand vous produisez de l'eau potable dans une sortie d'usine, il y a 25% qui est perdu le long du réseau, du fait de fuites. 25%, c'est colossal. Donc, en allant chercher ces 10%, ce qu'on fait en réalité, ce qu'on fait et ce qu'on est vraiment capable de faire dans de nombreux contrats, dans de nombreux projets, eh bien là, passer de 75 à 85% sur un espace de temps qui est entre 5 et 7 ans, ça on saurait faire, et ça vous fait 10% de plus. Reste 5%, et ceux-là, j'ai envie de dire, ils sont presque en cours et vous les avez sous les yeux à Toulouse. C'est par la sobriété des usages et le changement des comportements des uns et des autres. On va en parler justement de la sobriété, parce qu'évidemment, vous avez terminé par cette solution, c'est sans doute la première qui nous saute à l'esprit. Voilà, est-ce qu'on est en juin 2032, est-ce que la solution de la sobriété, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on coupe les piscines, il n'y a pas de piscine, il y a des douches limitées, où il y a un tarif rédhibitoire. Comment est-ce qu'on arrive à la sobriété avec l'eau chez les usagers? On va peut-être se concentrer chez les usagers plutôt que les industriels d'abord. Usagers, industriels après. Oui, chez nous tous. C'est plus facile à appréhender. Les usagers, j'ai envie de dire qu'il y a deux choses très claires qui sont à l'œuvre déjà aujourd'hui. C'est les communications, les plans de communication et de la pédagogie qui est faite à très grande échelle, à Toulouse en particulier, avec des distributions de kits de réduction d'eau. Vous l'avez, avec des plans de communication très forts de la région Occitanie, du département Haut-Garonne, au niveau national, qui pleuvent en réalité littéralement depuis 2022, parce qu'il y a une vraie prise de conscience en fait de la nécessité d'agir. Donc il y a de la communication, et il y a un changement de comportement. Et puis, on est quand même dans une des, si ce n'est la meilleure école d'économie de France, il y a le signal prix, ce qu'on appelle le signal prix, et c'est donc la modulation des usages à travers le tarif. Alors jusqu'à présent, donc le tarif de l'eau, il n'y a pas de tarif de l'eau unique en France, il est différent selon chaque ville, chaque région. Le signal prix aujourd'hui, donc ça veut dire très concrètement payer plus cher son eau quand il y en a moins. Quand il y en a moins, juin, juillet, août, ça va jusqu'à octobre en fait, les périodes d'étiage, c'est ça, 5 mois. Mais bon, juin, juillet, août, disons pour faire simple. C'est quoi? C'est quel prix? Et est-ce que c'est beaucoup fait? Et je crois que c'est une nouveauté à Toulouse, mais il y a d'autres villes qui le font. Tout à fait. Il y a plusieurs. En fait, c'est une solution. En France, on est assez pionnier de façon générale, mais à échelle expérimentale. C'est-à-dire que depuis les années 80, on l'a vu à l'île de Ré, on l'a vu à l'île d'Oléron, on l'a vu à Porquerolles, il y a des tarifs qui ont été mis en œuvre, qui sont des tarifs qui étaient été-hiver. Très basiquement. En réalité, c'était pour retrouver plus d'équité et plus de justice sociale vis-à-vis des résidents qui, en réalité, payaient une facture d'eau pour une population qui dépassait largement la population normale qu'ils avaient en année courante. Donc, ça permettait en fait de faire une péréquation. Ça a été un sujet qui a été fait à toute petite échelle. Et puis, il y a eu des tentatives, qui sont encore en cours d'ailleurs, notamment à Dunkerque, c'en est une, de tenter des tarifications dites progressives. C'est exactement le même schéma que l'impôt progressif. Plus vous consommez, plus les tranches supérieures de consommation seront chères. Ce mécanisme-là, il existe. En revanche,
Il manque un peu d'impact parce qu'il n'est pas forcément très visible et très compréhensible. Oui, c'est-à-dire on ne le voit pas, Non. le consommateur le voit très peu, l'anticipe pas et tient pas son tableau Excel de sa propre conso. En moyenne, non. Donc il y a un autre schéma qui a été mis en œuvre notamment à Toulouse depuis le 1er juin 2024, c'est la tarification dite saisonnière, où comme vous l'évoquez, entre le 1er juin jusqu'au 30 octobre, c'est-à-dire la période d'étiage, c'est la période sèche en réalité, pendant 5 mois, le tarif normal est multiplié par un facteur de 1,42. Et pour que ça n'ait pas un impact économique et ça ne touche pas le pouvoir d'achat des citoyens de la métropole, pendant les 7 mois de l'année où il n'y a pas de stress hydrique, la période d'hiver de façon générale, eh bien là, ce tarif est diminué de 30%. Ce qui veut dire qu'à consommation constante, vous paierez exactement la même facture d'eau. Et donc on a les retours de ces premiers, là, puisque c'est le premier été où ça a été mis en place. Et donc ça marche. Et c'est combien de... Alors ça marche, oui. Ça marche, on peut le constater. On le constate d'autant plus facilement qu'à Toulouse, on a déployé ce qu'on appelle le télérelevé avec des compteurs individuels. Donc on peut suivre les consommations des uns et des autres. Sur la base de ce qu'on a pu observer sur cette période d'étiage, 2024 versus 2023, il y a une baisse de 3%. Donc globalement, on peut considérer que c'est eu un impact à hauteur de 3%, en plus de peut-être l'effet climat, où on sait que l'été n'a pas été extrêmement ensoleillé et que donc probablement il y a eu un tout petit peu moins de consommation que prévu. Donc ça veut dire que sur mes 40% d'eau pour l'instant que je veux avoir en été en 2032, je vais avoir 3 ou 4% grâce aux consommateurs, grâce à nous, à notre propre régulation et notre bon sens du bien commun. On pense que ça va même aller au-delà. On pense que ça va même aller au-delà et on l'a constaté. Entre l'année 2022 et l'année 2023, indépendamment même de la comparaison sur la période d'étiage, il y a eu un affaissement de 6% des volumes. Un affaissement qui est désormais qu'on considère comme structurel. Pourquoi ? Tout simplement, on a un parallèle assez récent en réalité en France et j'ai envie de dire en Europe de façon générale, c'est que quand on passe d'une phase d'abondance à une phase de pénurie, les habitudes et les usages qui vont commencer à prévaloir en phase de pénurie vont être maintenus. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, de la même façon que les ménages ont fait attention à leur facture d'électricité, pardonnez-moi, en étant beaucoup plus sobres, alors même que le tarif était en train de redescendre, vous voyez bien, eh bien, en fait, les usages se sont maintenus. Et c'est pareil avec l'eau. On pense que tous les mécanismes de sobriété et l'attention qui va être portée sont des petits gestes du quotidien. Tout simplement, c'est privilégier la douche plutôt que le bain, c'est ne pas laver sa voiture chez soi, mais aller de préférence dans un lavomatique. C'est des tout petits gestes qui, mis ensemble, en réalité, vont nous permettre de la résoudre, cette équation. Alors, pour approfondir les solutions, cette fois-ci, côté Veolia. Donc, comme on est à TSE, on va parler de l'offre et la demande. Ça, c'est côté offre. Vous disiez plus de reuse, donc plus d'utilisation des eaux. Je propose qu'on en parle un peu plus parce qu'Anne Le Gouennec nous a beaucoup parlé ça hier. Est-ce qu'il faut, tout simplement, plus d'interconnexion, plus de solidarité régionale, plus d'investissement. Et là, je pense qu'on ne parle pas de 3 centimes par-ci, 3%. Est-ce que la mauvaise nouvelle de l'infrastructure et des investissements est là pour vous? Est-ce qu'il faut investir dans de nouveaux tuyaux, une nouvelle solidarité régionale, tout ça? Et combien ça va coûter? Il y a beaucoup de questions, j'essaie d'y répondre en séquentiel. Combien ça va coûter déjà? Allez-y. Je vais commencer déjà par l'interconnexion. Là, je pense que ça figera le cadre. L'interconnexion, c'est en réalité permettre à des territoires d'avoir de l'eau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même quand la ressource se tarit. Et comment vous faites ça? Eh bien, tout simplement, vous l'apportez par des canalisations. Et donc, c'est s'assurer que chacune des zones, chacune des communes, chacune des métropoles soit interconnectée, de sorte que des métropoles qui ont un accès à la ressource et qui sont capables de potabiliser de l'eau, soient capables de faire jouer un mécanisme de solidarité et de pousser de l'eau, en fait, de transmettre de l'eau dans des zones où, tout simplement, on ne peut plus en produire. Mais on parle de 5 km plus loin, ou c'est un travail que vous faites sur même une centaine de kilomètres, 200 km? Alors, à Toulouse,
par exemple. Je vais vous donner 2 exemples locaux et puis 2 exemples, un en Charente et un en Chine. Voilà, comme ça on aura complété le panel, on aura fait du plus proche au plus loin. À Toulouse, vous avez 3 grosses usines, principalement, qui sont aujourd'hui opérées par le groupe Veolia. Vous avez la principale qui est Pêche David, vous avez Clairefonds, vous avez Tournefeuille. Ce qui n'existe pas aujourd'hui, c'est une canalisation qui relierait ces usines, de sorte, parce qu'elles n'utilisent pas la même source. Ce qui fait que s'il y avait une rupture, par exemple, sur l'usine de Clairefonds, eh bien, toute la zone qui est aujourd'hui desservie par l'eau potable de Clairefonds n'aurait plus d'eau potable. C'est un scénario extrême, mais on l'évoque. Si en revanche, vous tirez une canalisation, c'est-à-dire vous posez une canalisation entre l'usine de Pêche David et l'usine de Clairefonds, même si la ressource n'est plus abondante à Clairefonds, vous serez toujours en mesure d'utiliser l'eau potable que vous avez produite sur votre usine principale. Ça, aujourd'hui, ça existe à Montauban, notamment, entre l'usine de Planck et l'usine de Fontneuf, qui sont les 2 principales usines. Donc, c'est une canalisation qui fait 8 km. C'est relativement petit, en fait. Dit comme ça a l'air simple et pas cher. Alors, j'ai l'impression de voir un petit pâté de sable, on creuse un sillon et puis c'est fait, mais non, j'ai l'impression que c'est pas ça du tout. Alors, la réglementation et l'urbanisme en France étant fait de telle sorte qu'il faut évidemment, il y a tout un système d'accès au foncier, déjà, de droit d'utilisation, de droit de construction. Ça prend du temps, il faut obtenir des autorisations et c'est normal, c'est donc un processus encadré. Ceci étant, le gain qui est fait dans le temps, en termes d'utilité sociale, est massif. Il y a déjà des départements en France, notamment la Charente, qui est totalement interconnecté. Aujourd'hui, ce qui n'existe pas en France pour le tirer à l'échelle nationale, finalement, et c'est d'ailleurs surprenant, c'est le réseau d'eau de France. L'énergie, elle peut être produite à Belfort et utilisée à Toulouse. Les électrons voyagent, pas l'eau. Pas comme ça et pas de façon aussi structurée. Et le futur va nous y obliger. Peut-être. J'ai un exemple plus récent, non pas que je l'ai constaté pour y avoir vécu, mais en Chine, par exemple, où il y a des zones de très grande pénurie, ils sont en train de tirer une canalisation qui est gigantesque entre le fleuve Bleu et le fleuve Jaune, sur 4000 km. Je n'y suis pas... Chez nous, 8 km, chez eux, 4000, c'est assez... Tout est une question d'échelle. C'est assez relatif. Tout est une question d'échelle. Alors, vous parliez du coût de ce type d'infrastructure. Oui, c'est un coût. Évidemment, c'est un coût. Bien sûr, c'est un coût. Pardon, je vous interromps. Hier, Enedis nous disait, voilà, on est sur la deuxième vague de grande électrification de notre pays, comme après la guerre. Est-ce que on est aussi sur une deuxième vague alors, je ne sais pas comment on dit, de canalisation de notre pays, enfin, de création de ce réseau hydrique connecté. On pourrait... Et est-ce que ça veut dire les mêmes... Il nous parlait de chiffres très importants, et est-ce que vous dites la même chose? Alors, on ne parle pas du même fluide, mais on est quand même quelque part en fait sur des biens de première nécessité. Donc oui, effectivement, ça appelle certainement un plan de développement et un plan de canalisation, de renouvellement de canalisation. Après, la situation, elle est locale. En fonction des villes, en fonction des métropoles, en fonction des territoires, l'état du réseau n'est pas le même. L'état de la ressource n'est pas le même. La qualité, la volumétrie ne sont pas les mêmes. Et donc les solutions sont éminemment locales. Éminemment locales. Pour tout vous dire, est-ce qu'on l'appelle de nos voeux? Vous mettez le doigt sur un sujet qui est un sujet fondateur en fait du secteur de l'eau en France. C'était le principe cardinal que d'ailleurs la France a exporté à l'international en même temps qu'on a exporté nos projets, notre savoir-faire. C'est un principe clé qui est l'eau paye l'eau. Le tarif de l'eau doit payer aussi bien l'exploitation, la production de l'eau que les infrastructures. Et ça, ce sera possible pour 2030 ou 2040, c'est-à-dire l'eau paye l'eau, mais est-ce que l'eau payera toujours l'eau de demain? Alors, à titre personnel, je ne le pense pas. Et en réalité, de nombreux rapports, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit l'Association des maires de France, il y en a plusieurs de différentes autorités de l'État, tendent à penser que non, on est face à un mur d'investissement, que ce mur, il va falloir le franchir, c'est un obstacle qui est loin d'être infranchissable, mais qu'en réalité, ce principe cardinal qui a fait son temps et qui a été très intéressant pendant une époque, ne pourra pas nous aider dans la phase d'investissement qui s'annonce. Donc il faut s'attendre à des hausses de tarifs, voilà.
les solutions sont multiples. Il y aura certainement, peut-être, en fonction, encore une fois, de l'état des réseaux et des problématiques locales, des investissements divers et variés. Mais il y aura aussi probablement des réflexions qui sont d'ailleurs en train de se mener sur un renouvellement du financement des infrastructures. On peut penser au principe pollueur-payeur, qui est aujourd'hui appliqué en Inde, qui est appliqué en Chine, et y compris en Californie. On peut penser également à quelque chose qui est finalement beaucoup fait avec des clients industriels, qui est de partager les gains entre des opérateurs du secteur privé et les municipalités. Aujourd'hui, si vous ne tenez pas vos objectifs, qui sont encadrés contractuellement, vous avez des pénalités. Pénalités qu'on est d'accord d'encourir si la performance n'était pas au rendez-vous. Pour s'assurer que c'est une carotte, en réalité c'est un schéma de motivation, et je pense que cette incitation pourrait renouveler notre mode de fonctionnement, notre mode de pensée sur le financement, si on s'accordait pour partager localement les gains. Juste avant de passer aux questions, quand même une dernière pour répondre quand même à notre titre, parce qu'on a parlé de trop peu d'eau, juste trop d'eau. Très rapidement, Yann, parce que est-ce que c'est possible voilà, il y a l'autre problème, c'est les crues torrentielles. Est-ce que cette eau de pluie, on est capable de la capter, de la stocker, de la gérer Elle est là en hiver, elle est là en automne et pour l'été. Oui, les Romains le faisaient. On est largement capable de le faire, peut-être dans une échelle plus industrielle et plus systématique. Oui, on sait le faire. Le stockage, alors il y a une histoire de financement. Et en Haute-Garonne, vous avez déjà des initiatives, ou dans les Landes, vous avez déjà des initiatives. Et au fond, c'est un principe de bon sens, qui est d'utiliser l'abondance pour prévoir la pénurie. C'est-à-dire que vous avez du stockage, je ne rentre pas dans le phénomène des bassines, ce n'est pas du tout à ça que je fais allusion, mais vous avez de la réinjection sur des nappes en fait, de surface. Et évidemment, une fois que l'eau de pluie elle est réinjectée, avant qu'elle arrive à votre robinet, elle aura été traitée, elle aura bien sûr été retraitée. Donc ça, le stockage, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet sur lequel phosphore toutes les métropoles de France aujourd'hui, y compris Toulouse. Le sujet en fait de la surabondance d'eau de façon ponctuelle, alors ça peut être des inondations flash, ou ça peut être en fait une pluviométrie qui dépasse les normes saisonnières, comme ce qu'on a pu voir sur le bassin d'Arcachon l'année dernière. Vous avez un sujet de stockage, qui est un vrai sujet. Vous avez un sujet et après deux vrais problèmes à traiter. Le premier, c'est la pollution. En fait, il peut y avoir un phénomène de pollution qui est lié à la pluie, tout simplement parce que les eaux de pluie qui sont collectées peuvent arriver dans des métropoles où il n'y a pas de réseau dit séparatif. C'est-à-dire que les eaux de pluie intègrent le réseau de traitement des eaux usées. Et ce qui veut dire qu'en fait, toutes ces eaux, ces volumes qui arrivent dans des usines de façon massive, ils sont certes finalement assez peu pollués, mais ils saturent le réseau. Et derrière, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Soit des appareils de production, pour le dire clairement, qui sont des stations de dépollution d'eau usée municipale, qui sont saturées et qui ne peuvent plus traiter, dont vous êtes obligé de relâcher cette eau. Évidemment, c'est encadré par l'État. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est de se dire, quand vous avez toutes ces inondations, enfin ce surplus d'eau à un moment donné, vous avez une conséquence indirecte qu'on commence seulement à percevoir et qui a un impact massif sur tout un chacun, notamment sur les constructions. Les bâtiments, les constructions, tout ce qui est construit en réalité. Pourquoi? Parce que quand il y a un surplus d'eau, l'eau n'est plus évacuée. Et quand elle part en période sèche, en réalité, vous faites travailler énormément les matériaux, que ce soit les fondations des bâtiments ou les canalisations. Ça s'appelle le retrait-gonflement des argiles. Et c'est aujourd'hui en train de causer des problèmes colossaux aux particuliers, à tous les citoyens français qui sont exposés dans ces zones. Pourquoi? Parce que tout simplement, les maisons ne sont plus assurables. Et ça, c'est un problème indirect qui n'est pas forcément bien perçu au premier abord, mais qui est un sujet majeur lié au trop d'eau. Boris, je crois que... déjà, on peut applaudir Monsieur Yann. Merci Yann. Je crois qu'on avait, avant de passer aux questions, on va voir si nos étudiants ont été titillés par ce sujet de l'eau. On regarde. Alors je pense qu'en raison des changements climatiques, en raison de l'augmentation des températures, il va être de plus en plus difficile d'avoir accès à l'eau, et notamment à l'eau courante. Je pense aussi que la qualité de l'eau va sûrement se dégrader, puisque il me semble que les ressources d'eau potable, qui soient naturellement potables, sont très limitées. Il me semble que c'est seulement 7%
de la surface de l'eau sur Terre. Et donc, je pense qu'à terme, il va être effectivement beaucoup plus difficile d'avoir accès à de l'eau naturellement potable et qu'il va falloir utiliser des alternatives chimiques pour purifier l'eau. Et je pense que c'est un des grands enjeux du réchauffement climatique, c'est-à-dire la salinisation de l'eau et à terme le recours à de plus en plus d'éléments chimiques pour purifier cette eau. Bonjour, alors moi je pense que concernant l'eau, je pense qu'on aura toujours accès, c'est une ressource qui est presque inépuisable à mon avis et je compte surtout sur les innovations pour nous permettre de toujours avoir accès à l'eau de toutes les manières possibles. Pensez-vous que vous aurez dans le futur toujours un accès aussi facile à l'eau ? Eh bien, je ne pense pas qu'on aura un accès aussi facile à l'eau puisque, comme nous le savons tous, l'accès à l'eau est de plus en plus restreinte et la population sur la Terre ne fait que croître. Donc, je pense qu'il est important de s'axer sur le recyclage de l'eau pour qu'on puisse recycler l'eau salée ou utilisée déjà. Je pense que dans le futur, nous n'aurons pas le même accès à l'eau. Comme on peut le voir dans certaines régions aujourd'hui, l'accès à l'eau est plus difficile que dans d'autres. Et je pense que cette situation s'aggravera dans le futur. Voilà, ça c'était le témoignage de nos étudiants. On voit que c'est des problématiques qui traversent, alors qui peuvent être, certains s'en réfèrent à la technologie, d'autres sont plus... Qu'est-ce que vous souhaitez répondre en réaction Je ne vais pas pouvoir toutes les prendre en séquentiel, Non, je vais non, faire mais une juste, synthèse. Mais en tout cas, non, effectivement, il y a un fil rouge, effectivement, il y a le premier point, alors peut-être qu'effectivement c'est conjoncturel parce que c'est le thème de la séquence, mais je constate, en tout cas, que mes enfants ou que des étudiants sont beaucoup plus au fait des problématiques environnementales, et je pense que c'est déjà la première étape, elle est plus que largement franchie, tout simplement parce que dans les solutions, certes, ils évoquent effectivement, peut-être une angoisse, je ne sais pas, mais au moins une prise de conscience sur le fait qu'on va avoir des problèmes de qualité, c'est évoqué par une des étudiantes, et c'est vrai. Et c'est vrai, s'il y a moins d'eau, mécaniquement, la pollution va se concentrer. Donc, on saura le traiter, mais ça aura un coût. Certes, ça ne passera pas nécessairement par des agents chimiques, mais ça, c'est encore autre chose. Premièrement. Deuxièmement, c'est qu'en fait, il y a quelque chose, et je pense que ça, c'est extrêmement encourageant. Cette prise de conscience facilitera la transformation des usages. C'est-à-dire que la sobriété sera d'autant plus facile à faire prévaloir qu'en réalité, la nécessité est déjà intégrée. Et je suis je suis très reconnaissant à ces jeunes étudiants d'avoir déjà ça en tête. Je pense que c'est des bonnes réponses. Donc ce sera ce que je vous disais en introduction, un panachage. Oui, il y aura de la technologie. Évidemment, il y aura de la technologie, et c'est ce qu'on évoquait. Mais il y aura aussi, surtout, une prise de conscience et un changement d'attitude par rapport à l'eau. Le reste, je crois qu'on saura le gérer. Merci encore, on vous applaudit. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes pour un sujet de société ô combien sensible, sus à la viande, comment s'adapter aux nouveaux impératifs éthiques. À tout de suite.